Bien, bonjour à tous. De retour donc sur les concepts élémentaires liés à l'acquisition de la composition chimique des eaux d'écoulement. On a vu les processus de mise en solution dans la partie précédente, vous vous souvenez. On va maintenant se pencher sur les transferts en solution par les cours d'eau. On n'oublie pas qu'au départ, c'est bien de transfert d'eau dont il s'agit. Et en fait, comprendre la variabilité de la composition chimique des cours d'eau, ça va être en premier lieu comprendre les flux d'eau, ce que j'appelle moi les chemins de l'eau, dans les hydrosystèmes. Alors évidemment, on ne va pas revenir ici sur les concepts clés en hydrologie et en hydrogéologie. Je vous invite très fortement à vous remémorer un petit peu ces différents concepts. Mais on va essayer de résumer et de synthétiser en quelque sorte d'où vient l'eau d'un cours d'eau, par où elle est passée, et où elle va. Car c'est bien dans la traversée des différents milieux qu'elle va se charger en éléments dissous, ou pas. Donc vous l'avez compris, c'est un point très important. Voici le schéma simplifié d'un hydrosystème, représenté d'abord par le sol en surface, qui est généralement non saturé en eau, et puis plus bas, le sous-sol qui peut être aquifère, et dont une partie peut être complètement saturée en eau, c'est ce qu'on appelle la nappe d'eau souterraine. Ce système est alimenté en eau par les précipitations qui vont s'infiltrer éventuellement, alimenter la réserve utile du sol, ou bien encore, si la réserve utile du sol est saturée, parvenir jusqu'à la zone saturée de l'aquifère. Et à ce moment-là, ça permettra la recharge de l'aquifère. L'eau du sol peut à tout moment être évaporée vers l'atmosphère. Trois écoulements élémentaires vont drainer ce système. Premièrement, l'écoulement ou le ruissellement superficiel, c'est-à-dire c'est l'eau de pluie qui ne s'est pas évaporée et qui ne s'infiltre pas. L'écoulement dit hypodermique, donc ça c'est de l'eau de pluie infiltrée qui circule latéralement dans la zone non saturée, juste sous la surface du sol. Et puis enfin, l'écoulement profond qui en fait correspond à la vidange de l'aquifère. À tout moment, le débit d'un cours d'eau est constitué de la somme de ces trois écoulements, QS, QH, QP. Il y a donc trois grands chemins possibles pour l'eau en fonction des conditions hydrologiques. On va ajouter à cela que le débit ou écoulement superficiel est dit rapide, à savoir qu'il perdure quelques heures au maximum après la fin d'un événement pluvieux, que le ruissellement hypodermique ou écoulement hypodermique QH est dit semi-retardé, et qui va donc perdurer au grand maximum quelques jours après la fin de l'événement pluvieux, et que QP est dit retardé, c'est-à-dire qu'en fait il est complètement déconnecté de l'événement pluvieux, on n'arrive plus à le relier à un événement pluvieux en particulier, parce qu'en fait il parvient en cours d'eau plusieurs mois, voire beaucoup plus dans certains cas. Alors, ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que on va pouvoir considérer les milieux traversés non seulement comme des réservoirs d'eau, mais également comme des réservoirs de solutions, c'est-à-dire d'eau chimiquement chargée, et donc des solutions qui vont se vidanger et qui se mélangent au cours du cycle hydrologique. La compréhension de ce fonctionnement hydrologique permet en fait d'entrevoir les principaux facteurs de la variabilité spatiale et temporelle de la composition chimique de l'eau. Premièrement, le temps de contact entre l'eau et les matériaux est un paramètre important. Pour un même matériau, plus l'eau va passer de temps à son contact, plus elle va se charger en éléments dissous. Et donc, on va pouvoir aisément comprendre, par exemple, que l'écoulement superficiel sera moins concentré que l'écoulement profond, par exemple.
puisque l'écoulement superficiel est très rapide par rapport à l'écoulement profond qui lui est très lent. Le deuxième facteur important, c'est la nature du milieu traversé. Le milieu traversé, où les réservoirs vidangés sont de nature différente. Pour aller plus loin, on pourrait même dire qu'ils abritent des processus différents, typiquement par exemple des processus d'échange cationique qui peuvent être différents. Et donc, ça va fortement influencer la présence ou non de composés chimiques dans les écoulements qui les traversent. On terminera en se rappelant que l'hydrosystème interagit avec les êtres vivants et les activités humaines. Et c'est là qu'on va pouvoir intégrer dans notre réflexion la notion de bassin versant. Le bassin versant, donc, qui est l'unité qui collecte les eaux de pluie et les draine vers un point unique appelé exutoire, eh bien, est étroitement associé à la notion de transfert en solution. Alors, des éléments chimiques arrivent déjà avec les précipitations. Ces précipitations vont, dans un premier temps, lessiver la surface de la végétation, donc en entraînant avec elles déjà des éléments se trouvant à la surface des feuilles, des branches, des troncs, et puis vont s'infiltrer, progresser dans le sol et dans l'aquifère, entraînant avec elles des composés chimiques toujours, arrachés également au milieu traversé. Alors tout ce petit monde se retrouve au bout d'un certain temps, eh bien, à l'exutoire. À l'exutoire, on va donc observer en même temps qu'un flux d'eau, c'est-à-dire en même temps que le débit. On va également observer un flux dissous, on peut appeler aussi flux chimique, issu du lessivage de tous les compartiments du bassin versant. Et on va donc enregistrer au cours du temps des variations de concentration et des variations de flux. Ce flux dissous et sa dynamique temporelle, en fait, signent le fonctionnement hydrochimique du bassin versant. Et on va parler de signature hydrochimique. L'interprétation de cette signature hydrochimique va permettre, si on peut le faire, eh bien, va permettre de porter un diagnostic sur le fonctionnement du bassin versant et donc sur, en quelque sorte, son état de santé. C'est-à-dire que juste en observant ce qui se passe au niveau de l'exutoire et en quantifiant les flux d'eau, les concentrations et donc derrière les flux chimiques, eh bien, on va éventuellement être en mesure de porter un diagnostic sur l'état de santé chimique ou hydrochimique du bassin versant. Pour porter ce diagnostic, on va régulièrement échantillonner les eaux du cours d'eau tout au long du cycle hydrologique, que l'on va ensuite analyser au laboratoire. Et donc pour chaque prélèvement, on aura sa composition chimique, caractérisée par la concentration instantanée en composés chimiques, et le débit instantané du cours d'eau au moment du prélèvement, si effectivement on l'a mesuré sur le terrain. Donc ça, c'est la phase acquisition de données, et à partir de ces mesures, on va pouvoir calculer une concentration moyenne pour la période considérée, soit en faisant la moyenne arithmétique des concentrations instantanées, méthode basique, je dirais, mais à chaque fois qu'on peut le faire, on préférera toujours faire calculer une moyenne pondérée par les débits, selon la formule suivante. Ceci dit, les concentrations permettent de raisonner sur la qualité de l'eau, et donc par exemple estimer le dépassement d'une limite de potabilité, mais en aucune manière ça va permettre de raisonner sur les quantités, et donc par exemple ça ne va pas permettre de faire des bilans. Donc pour faire des bilans, il va falloir calculer des flux. Le calcul de flux peut être fait de deux façons différentes. La première, qui consiste tout simplement en la multiplication de la concentration moyenne pondérée par les débits,
donc c'est la première partie de la formule. Donc on va multiplier par le débit moyen pour la période considérée. Alors ça implique que on mesure le débit en continu, c'est-à-dire qu'on mesure le débit en dehors des moments où on prélève un échantillon dans le cours d'eau. Ça veut dire qu'il faut effectivement faire des prélèvements là où on a une station de suivi du débit en continu. Si on n'a pas cette station de suivi du débit en continu, on va pouvoir quand même calculer un flux en utilisant la formule suivante, où en fait le flux moyen pour la période considérée est tout simplement la moyenne arithmétique des flux instantanés. Donc, somme des CI/QI divisé par le nombre de prélèvements. Voilà, alors avec cette simple panoplie de calculs, on peut déjà aller relativement loin dans le diagnostic que l'on va porter sur le cours d'eau et le bassin versant qu'il draine. On va se pencher maintenant plus précisément sur l'origine des éléments. Lorsqu'on considère la composition chimique d'un échantillon prélevé dans un cours d'eau, eh bien, elle va a priori pouvoir avoir 5 origines différentes. La charge chimique des précipitations, première origine. Deuxième origine, l'érosion chimique des minéraux des roches, c'est-à-dire l'érosion chimique du substratum géologique. Troisième origine, la dégradation et la mise en solution des matières organiques des sols, c'est-à-dire en fait l'érosion des sols. Quatrième origine, le rejet de polluants. On va considérer aussi bien les pollutions diffuses, c'est-à-dire d'origine agricole, que les pollutions ponctuelles. Et puis enfin, dernière et cinquième origine, l'activité biologique dans le cours d'eau lui-même. Alors, en fonction de l'élément que l'on va considérer, les principales origines de cet élément peuvent changer, évidemment. On va donner un ou deux exemples. Un élément comme le calcium, par exemple, aura pour principale origine l'érosion des roches, puis dans une moindre mesure la charge chimique des eaux de pluie. Par contre, le calcium sera très probablement peu ou pas affecté par la dégradation des matières organiques des sols, les pollutions, ou bien encore l'activité biologique dans le cours d'eau. Pour le calcium, on aurait a priori deux origines principales, la composition chimique des pluies et puis l'érosion chimique du substratum géologique. Si je prends un autre exemple à l'opposé, comme l'azote par exemple, bien l'azote, lui, ne pourra provenir que de la dégradation des matières organiques des sols, évidemment des pollutions et notamment des intrants agricoles azotés, et puis sera très probablement affecté par l'activité biologique in situ. Par contre, il ne sera absolument pas influencé par le substratum géologique et très très peu, voire pas du tout, par la composition chimique des eaux de pluie. Alors une part importante du diagnostic que l'on va porter sur le bassin versant est en fait liée à la reconstitution de l'origine de ces différents éléments dans le cours d'eau. Si je reprends l'exemple de l'azote, eh bien, la mise en évidence d'une pollution azotée devrait reposer sur le bilan des flux d'azote et leur provenance respective dans le bassin versant. Sauf que cette reconstitution ne peut pas se faire simplement, puisque dans le cours d'eau, ce que j'observe, c'est de l'azote, toutes origines confondues. Bien, on va essayer de voir maintenant d'un petit peu plus près certaines de ces origines, en commençant par la charge chimique des précipitations. Voilà, donc voici un diagramme assez célèbre, issu des travaux de Michel Mébec en France. Il montre quoi ? Que la composition chimique des eaux de pluie, alors on est en contexte d'atmosphère peu ou pas polluée, eh bien cette composition chimique, donc on voit les concentrations qui figurent ici sur l'axe des ordonnées. J'attire votre attention sur le fait que cet axe
est en coordonnées logarithmiques, la composition chimique des eaux de pluie évolue en fonction de la distance à l'océan, ici en abscisse. Donc en fait, pour chacun des éléments figurés ici, on a une décroissance, une diminution des concentrations lorsqu'on s'éloigne de l'océan. Et cette diminution est très rapide au départ, puis s'atténue lorsque on atteint 200, 300, puis 400 km à l'intérieur des terres. Alors ça signifie qu'à quantité d'eau précipitée équivalente, les apports par les précipitations devraient être moins importants à l'intérieur des terres que lorsqu'on est proche de la côte. Alors, on remarquera que les courbes sont différentes d'un élément à l'autre, c'est-à-dire que la courbe des ions chlorure est quand même très différente de celle des ions calcium. Et notamment, celle des ions calcium ou celle des ions sulfate, on remarque en fait qu'elle diminue très rapidement au départ, puis ensuite ça se stabilise et ça ne diminue plus. C'est-à-dire à partir de 20-25 km à l'intérieur des terres, eh bien, les concentrations en calcium ne diminuent plus. Une explication à cette stabilisation très rapide des concentrations en calcium et en sulfate, eh bien, c'est le fait que, au départ, les eaux de pluie sont chargées parce qu'en fait, elles entraînent avec elles des aérosols d'origine marine, donc avec la composition chimique de l'eau de mer, et puis très rapidement, lorsqu'on s'éloigne des côtes, eh bien, cette influence marine diminue. Sauf que pour le calcium et le sulfate, eh bien, cette influence marine est relayée par une influence terrestre, c'est-à-dire que les aérosols ne sont plus d'origine marine à ce moment-là, mais sont d'origine continentale, terrestre, et les aérosols terrestres eh bien, sont essentiellement dominés par le calcium et les ions sulfates. Les chlorures, quant à eux, continuent de diminuer, même lorsqu'on est très éloigné de la côte, tout simplement parce que leur seule origine, eh bien, c'est la seule origine vraiment essentielle, eh bien, ce sont les aérosols marins, et donc évidemment l'influence des aérosols marins diminue lorsqu'on rentre même très profondément à l'intérieur des continents, et donc même lorsqu'on est à 400 km des côtes, eh bien, les concentrations en chlore continuent de diminuer. Mais tout simplement parce que ce n'est pas compensé par les aérosols continentaux. Donc voilà pour les précipitations. La deuxième origine, c'est l'érosion chimique des minéraux des roches. Et en fait, cette érosion chimique constitue l'une des premières sources de composés chimiques dans les cours d'eau. Et donc la charge chimique des cours d'eau est très fortement influencée par la nature physique et chimique des roches, que l'on appelle la lithologie. Alors, la première des influences, c'est probablement sur le pH. Vous avez ici un diagramme, donc toujours pareil, issu des travaux de Mebeek, qui représente l'évolution du pH pour différents types de roches altérées. Alors, ces données sont issues de prélèvements sur des petits bassins versants qui drainent un seul type de roches. Ce sont des évaporites, des calcaires, des grès, des sables, des roches volcaniques ou des granites et des gneiss. On voit très clairement que lorsqu'on est sur des roches sédimentaires telles que les calcaires ou les évaporites, on va avoir des pH qui vont être relativement élevés, entre 7,5 et 8, alors que lorsqu'on est sur des roches non carbonatées, les grès, les sales notamment, ou les granites et les gneiss, et dans une moindre mesure les roches volcaniques, on va être à des pH souvent inférieurs à 7 ou au maximum égal à 7 pour les roches volcaniques. Autre paramètre influencé par la lithologie, c'est la minéralisation. Alors la minéralisation, c'est vous vous en souvenez, c'est la somme des concentrations d'éléments en solution. Donc là aussi, la minéralisation, ici sur une échelle logarithmique, en fonction des différents types de roches drainées, où là, vous voyez très nettement que cette minéralisation est très fortement influencée par la lithologie, puisque les eaux qui vont drainer des roches calcaires sont à peu près 200 à 300 fois plus concentrées que les eaux qui drainent des sables et des grès
ou des granites, notamment des granites alcalins. Donc influence de la lithologie sur la minéralisation. Alors, cette lithologie, elle va aussi influencer qualitativement la composition chimique des cours d'eau. Donc toujours pareil, des petits bassins versants qui drainent un seul type de roche, et on regarde en fait la répartition des différentes espèces cationiques, donc en l'occurrence le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium et le calcium. Et là aussi, évidemment, on va se rendre compte que lorsqu'on draine des roches calcaires, c'est essentiellement le calcium qui domine les cations, très très largement devant les autres. Par contre, lorsque l'on draine des granites dits alcalins, eh bien là, en fait, le calcium est relativement peu important, le magnésium également, et c'est en fait le sodium qui domine la composition en cation. Et puis lorsqu'on est sur des granites calco-alcalins, là on a quelque chose d'un petit peu plus équilibré, à peu près la moitié de calcium, et puis ensuite du magnésium et du sodium. Alors je vous ai dit tout à l'heure que si on voulait pouvoir porter un diagnostic sur l'état de fonctionnement hydrochimique du bassin versant, eh bien il allait falloir raisonner en termes d'origine des éléments et de reconstitution de ces origines, puisque un élément peut avoir plusieurs origines différentes. Alors, ce schéma illustre un petit peu le type de raisonnement que l'on peut faire. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail du schéma lui-même, mais ce qui est important ici, c'est que vous compreniez un petit peu les démarches qui sont opérées. Première chose, ici, on raisonne à l'intérieur des processus d'érosion. Ce que j'entends par là, c'est que les éléments qui sont figurés ici, en bleu, donc les ions chlorure, les ions sulfate SO4-, sodium, potassium, calcium, magnésium, sont en fait ici des éléments issus uniquement de l'érosion des roches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris la composition chimique des cours d'eau et j'ai corrigé cette composition chimique des apports atmosphériques. Et pour ces éléments-là, eh bien, en contexte naturel, c'est-à-dire en dehors de toute pollution, ils ne sont pas affectés par l'érosion des sols, ils ne sont donc pas affectés par les pollutions, et ils ne sont pas affectés non plus par l'activité biologique in situ. Donc les deux seules origines, c'est les précipitations et l'érosion des minéraux des roches. Si je corrige les flux des précipitations apportées sur le bassin versant, eh bien, ils ne proviendront plus qu'à ce moment-là que de l'érosion des minéraux des roches. Donc en bleu, les flux d'éléments provenant de l'érosion des roches uniquement. Après, à l'intérieur des roches, un même élément va pouvoir venir de différentes phases minéralogiques dont je vais essayer de reconstituer l'origine. Alors, le plus simple au départ, c'est de commencer par l'ion chlorure. L'ion chlorure, une fois que il est corrigé des apports atmosphériques, sa seule origine, c'est la roche, et dans un substratum géologique, le seul endroit où on peut trouver des ions chlorure en quantité suffisante, eh bien, ce sont les minéraux évaporitiques, la halite et la sylvite. Donc en fait, lorsque je quantifie les flux de chlorure après correction des apports atmosphériques, ça rend compte en fait de la quantité de halite et de sylvite mise en solution sur le bassin versant. Je passe cette fois-ci au sodium et au potassium. On considère que le sodium et le potassium ont deux origines différentes. Le sodium peut avoir comme origine les minéraux silicatés, donc des roches comme des granites ou les roches volcaniques, et puis également la halite et la sylvite, puisque si je prends la halite par exemple, eh bien sa formule c'est NaCl. Donc en fait, je vais attribuer au sodium ces deux origines, et en fait, je vais prendre mon flux de sodium, je vais prendre une quantité équivalente au flux de chlore, puisque ça correspond à la mise en solution de ma halite,
et je vais lui en retirer cette quantité-là, et la quantité restante viendra obligatoirement de l'érosion des silicates. Je vais faire pareil pour le potassium, sachant que si mon potassium vient en second après le sodium, à savoir que je vais d'abord consommer tout mon sodium avec le flux de chlore avant d'intégrer le potassium. Et donc d'une façon générale, je vais attribuer l'ensemble de mon flux de chlore au sodium pour ensuite ne faire intervenir que l'érosion des silicates pour alimenter mon flux de potassium. Donc ça c'est la première partie de la démarche, et puis il reste encore des éléments comme le calcium, le magnésium et les sulfates. Je commence ici par les sulfates. Les sulfates peuvent avoir une double origine, soit l'oxydation de la pyrite, soit la dissolution du gypse. Et là, en fait, je vais faire un certain nombre d'hypothèses sur les roches du bassin versant pour attribuer au flux de sulfate soit une certaine quantité d'oxydation de pyrite, soit une certaine quantité de mise en solution de gypse. Une fois que j'ai fait ça, je peux m'attaquer au calcium et au magnésium. Alors le magnésium, lui, il a une double origine, soit les minéraux carbonatés des roches sédimentaires comme la dolomite, soit l'érosion, la désagrégation chimique, ou l'érosion chimique en tout cas, des minéraux silicatés qui contiennent du magnésium. Donc, il a une double origine. Le calcium, lui, a, on va dire, une triple, voire une quadruple origine. Alors, les minéraux carbonatés des roches sédimentaires, calcite et dolomite, le gypse, puisque la formule du gypse c'est CaSO4, et puis évidemment les minéraux silicatés qui contiennent du calcium. Comment je vais me débrouiller de tout ça? Eh bien en fait, je vais d'abord faire une hypothèse sur la libération de calcium et de magnésium par rapport aux autres cations dans l'érosion des roches silicatées. Et je vais considérer que pour un type de roche silicatée, je vais éroder toujours à peu près la même proportion de calcium et de magnésium par rapport au sodium et au potassium. C'est le rapport Hercil que je mets en place ici. Et donc si je connais la quantité de sodium et de potassium issue de l'érosion des roches silicatées, c'est ce que j'ai calculé avant, à ce moment-là je pourrais connaître la quantité de calcium et de magnésium provenant de l'érosion des roches silicatées, puisque ça sera proportionnel. Du coup, je peux retirer au calcium et au magnésium ce qui provient des roches silicatées. Du coup, je vais attribuer le reste soit au gypse, et à ce moment-là, je vais utiliser en fait, je vais attribuer une quantité équivalente au flux de sulfate généré par la dissolution du gypse. Et puis ensuite, mon calcium, je vais l'attribuer soit sur la dolomite, soit sur la calcite, là aussi en fonction d'hypothèses que je ferai sur la composition minéralogique du substratum du bassin versant, et je ferai exactement la même chose pour le magnésium. Voilà, donc les choses peuvent vous paraître un petit peu complexes ici, c'est difficile de l'expliquer de façon magistrale en cours, mais on pourra tout à fait y revenir en classe si c'est nécessaire. Alors, ce que j'ai passé sous silence jusqu'à maintenant, c'est l'influence des activités humaines. On a une origine qui est les pollutions sur le bassin versant, que ce soit des polluants ponctuels, comme les rejets domestiques par exemple, ou des polluants diffus, c'est-à-dire essentiellement des polluants d'origine agricole. Alors, ça c'est les résultats d'un travail de Probst sur le bassin versant du Giroux, qui, à travers une démarche de reconstitution des flux, est arrivé à reconstituer les différentes sources d'éléments en solution. Vous voyez qu'ici on a des flux qui sont en tonnes par kilomètre carré par an, que l'on distribue entre apports atmosphériques, ici, des engrais donc issus de pollution diffuse, ici, et puis l'altération des roches. Donc
les trois grands types d'origine. Hein, et on voit que, alors évidemment, tous éléments confondus, c'est évidemment l'altération des reflets qui domine. Vous voyez que le total fait 95, donc on peut quasiment raisonner en pourcentage. Donc 58 pour 95, on est aux alentours de 55%. Aux alentours de 10% issus des engrais, mais ça ne concerne qu'un nombre limité d'éléments. Et puis entre 25 et 30% issus des apports atmosphériques, mais là aussi ça ne concerne qu'un nombre particulier d'éléments. Mais vous voyez que sur un bassin versant agricole comme le Giroux, l'apport d'engrais peut faire jusqu'à 10 ou 15% sans problème des transports dissous. Et si on fait le bilan sur l'azote, ça fera probablement évidemment beaucoup plus. Alors évidemment, on pourrait passer encore de longues minutes, voire de longues heures sur la façon de reconstituer les flux d'éléments en solution dans les cours d'eau, mais on se rendrait vite compte en fait qu'il n'y a pas de méthode particulière ou appropriée. Chaque cas sera un cas particulier en fait. On va maintenant se pencher un petit peu plus sur les facteurs hydroclimatiques qui vont venir contrôler la façon dont les concentrations et les flux varient dans les cours d'eau. Alors voilà un diagramme qu'on appelle le diagramme de Gibbs, que certains d'entre vous ont déjà vu parce qu'on le rencontre souvent dans les manuels. Il permet de résumer un certain nombre d'influences des facteurs hydroclimatiques, donc un certain nombre de points liés à ça. En dehors de ça, il permet surtout de voir comment on peut raisonner non pas sur des concentrations ou des flux, mais également comment on peut raisonner sur des ratios d'éléments. Alors, ce diagramme de Gibbs, en fait, il représente ici en ordonnée les matières totales en solution, c'est-à-dire la somme des concentrations des espèces en solution, en fonction ici d'un ratio sodium sur sodium plus calcium. J'attire votre attention sur le fait que l'axe des ordonnées ici est en échelle logarithmique. Et on va plotter dans ce diagramme plein de points, et chaque point en fait sera représentatif d'une composition chimique d'une eau. Alors ça peut être un cours d'eau, ça peut être une composition chimique moyenne d'un cours d'eau, ça peut être une composition chimique ponctuelle d'un cours d'eau, peu importe. On va avoir des eaux de pluie aussi, et on va avoir des eaux océaniques. La variation ici des concentrations totales en solution va être relativement simple à interpréter. Plus je vais aller vers le haut de l'axe, plus mes eaux vont être concentrées. L'axe des abscisses, lui, est un petit peu plus compliqué à interpréter puisqu'il s'agit d'un ratio. Et en fait, ce ratio permet de distinguer des origines d'eau de pluie par rapport à une origine plus érosion du substratum. J'essaie de m'expliquer. En fait, mon sodium, par rapport au calcium, vient beaucoup plus souvent de l'apport par les précipitations que du substratum. Par contre, le calcium, lui, est très fortement influencé par l'érosion des minéraux du substratum. Du coup, lorsque je vais analyser la façon dont mon rapport Na sur Na plus Ca varie dans le cours d'eau, ou dans les cours d'eau d'une façon générale, eh bien, lorsque ce rapport sera très élevé, c'est-à-dire au voisin de 1, eh bien, ça voudra dire que le calcium est très peu présent par rapport au sodium. Et lorsque ce rapport se rapprochera de 0, eh bien, ça voudra dire que le sodium devient très très inférieur au calcium. Du coup, lorsque on se rapproche de 0, eh bien, les eaux seront dominées par des processus qui mettent en solution des minéraux des roches. Et lorsque on se rapprochera de 1, eh bien, les eaux seront dominées par des processus, en tout cas, seront dominées par des apports atmosphériques. Lorsqu'on plotte la composition chimique des eaux de plein de cours d'eau du monde entier,
sur ce diagramme, on obtient en fait un diagramme avec une forme de flèche dirigée vers la gauche, comme ceci, et qui rend compte en fait de l'évolution à la fois de la concentration totale en solution et du ratio Na sur Na plus Ca, qui rend compte de cette évolution spatiale. Et on va essayer d'interpréter la raison pour laquelle ces paramètres-là varient spatialement. Quand on est ici, c'est-à-dire faible concentration en solution et fort ratio Na sur Na plus Ca, en fait c'est typique des eaux de pluie. Les eaux de pluie sont très diluées, et puis elles sont essentiellement chargées en sodium par rapport au calcium. Et donc on se retrouve dans cette partie-là du diagramme, et donc tous les fleuves qui vont être dans cette partie-là des diagrammes ont des fleuves qui ont des eaux très diluées, et ils ont des eaux très diluées parce qu'en fait leur substratum géologique est très difficile à altérer, donc ça produit peu d'éléments en solution, et donc leur composition chimique est dominée par la composition des eaux de pluie, avec donc du coup une dominante du sodium par rapport au calcium. Et puis, plus mon substratum géologique sera sensible à la dissolution et à l'érosion chimique, bien plus je vais évoluer vers la gauche du diagramme, c'est-à-dire que mes concentrations totales en solution vont augmenter, et surtout ma proportion de calcium par rapport au sodium va augmenter. Et on aura donc là, essentiellement pour les points qui se situent ici dans le centre, au centre du diagramme, eh bien essentiellement des cours d'eau dont la composition est très largement dominée par l'érosion du substratum géologique. Et puis ensuite on va avoir des points qui vont faire évoluer les compositions chimiques à nouveau vers la partie droite du diagramme, mais pour des concentrations très élevées. Et là en fait, c'est ce qu'on appelle la progression selon l'évaporation. C'est-à-dire que si je prends une eau ici et que je la fais évaporer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, je vais précipiter du carbonate de calcium, donc je vais perdre du calcium, et par contre mon sodium, lui, va rester en solution. Et donc je vais augmenter mon ratio Na sur Na plus Ca, et donc il va aller vers la droite, et en même temps je vais concentrer mes solutions, et donc je vais augmenter mon total dissolved salts. En fait, on va se rendre compte que le bout du chemin ici lié à l'évaporation des eaux des cours d'eau, ça correspond en fait à la composition chimique des mers et des océans. L'océan, ce n'est rien d'autre que de l'eau d'un cours d'eau qui a subi de l'évaporation, avec derrière des processus évidemment de précipitation de la calcite, et donc un enrichissement relatif en sodium, et si je regardais le chlore, eh bien un enrichissement relatif en chlore également. Voilà, donc c'est un diagramme extrêmement intéressant parce que, notamment, ça sera intéressant pour vous de travailler non pas sur les concentrations et les flux bruts, mais de regarder également la variation de certains ratios, comme par exemple Na sur Na plus Ca. Alors si on va un tout petit peu plus loin dans l'influence des facteurs hydroclimatiques, il y a deux grands facteurs hydroclimatiques que l'on peut retenir, la température et puis les précipitations ou le débit des cours d'eau. L'influence de la température est relativement difficile à voir, notamment parce que, vous vous souvenez, la solubilité est inversement proportionnelle à la température. Plus il fait chaud, moins mes minéraux sont solubles. Mais par contre, la cinétique des réactions, c'est-à-dire lorsqu'on est hors équilibre, eh bien, la cinétique des réactions, elle, est grandement favorisée par la température. Du coup, c'est deux processus qui fonctionnent de façon opposée. Et donc, l'influence de la température est souvent assez difficile à observer. Alors, dans certains cas, on arrive à l'observer, comme c'est le cas ici, par exemple, toujours pareil, sur les petits bassins versants monolithologiques des travaux de Mébec, mais sur un élément particulier qui lui est très sensible à la température, qui est la mise en solution de la silice. Qu'est-ce qu'on voit dans ce diagramme? On a les concentrations en silice en micromoles par litre sur l'axe des ordonnées, que l'on plotte ici en fonction de l'altitude. En fait, derrière l'altitude, on a une espèce de paramètre qui rend compte en fait de la température moyenne. Plus je monte en altitude,
plus la température moyenne est basse. Et je vais plotter dans ce diagramme les compositions chimiques de mes petits ruisseaux, et je vais faire des groupes en fonction des substratums géologiques qui sont drainés. On a les basaltes ici, les granites et les gneiss ici, et puis les roches calcaires ici. Première chose, c'est que à altitude équivalente, par exemple si je me place à 1000 mètres ici, température moyenne de 6 degrés, eh bien, je vais avoir des concentrations en silice plus élevées dans les basaltes que dans les granites, et plus élevées dans les granites que dans les calcaires. Ça c'est logique parce qu'en fait, c'est lié à la concentration en silice de ma roche, de mon substratum géologique, et au fait que, notamment, les basaltes contiennent des minéraux silicatés qui s'altèrent beaucoup plus facilement que les minéraux du granit. Et donc je libère plus de silice en altérant les basaltes qu'en altérant les granites. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, ce qu'on voit ici, c'est l'effet de la température, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même type de roche, eh bien, je vais voir les concentrations diminuer lorsque les températures diminuent. Ce qui rend compte, en fait, d'un effet de la température. Et en fait, plus la température diminue, moins la silice est mobile en solution. La silice va rester en solution. Enfin, le fait que la silice reste en solution est très fortement lié à la température de l'eau. Donc lorsque l'eau refroidit, eh bien, en fait, la silice est beaucoup moins mobile en solution et elle va précipiter, en fait. Donc ça, c'est un exemple d'effet de la température. Un autre exemple, cette fois-ci pas sur la silice, mais sur les ions hydrogénocarbonates. Alors, c'est intéressant ici parce que les ions hydrogénocarbonates rendent compte de l'ensemble des processus d'altération chimique. On est ici sur le fleuve Sénégal, c'est d'après des travaux d'Orange. Donc sur le fleuve Sénégal, en fait, on regarde l'évolution des concentrations en hydrogénocarbonate en fonction du débit, et on le verra juste après, un comportement de type dilution. C'est-à-dire lorsque j'augmente mes débits, je diminue mes concentrations, d'abord très rapidement, et puis ensuite beaucoup moins rapidement. Ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque j'essaye de faire deux groupes de points en fonction de la température, je me rends compte que lorsque la température de l'air est comprise entre 30 et 40 degrés centigrades, on est quand même sur le Sénégal, eh bien j'ai des concentrations qui sont plus élevées que lorsque j'ai des points pour lesquels la température de l'air est nettement plus basse, c'est-à-dire comprise entre 20 et 30 degrés centigrades. Alors, je vous disais que l'influence de la température est assez difficile à voir. En fait, je vous ai montré deux cas, mais souvent, en fait, c'est deux cas un petit peu particuliers. L'influence du débit, elle, est en fait, par contre, assez systématique. Et tout simplement parce qu'en fait, on a un effet direct du débit, à la fois parce que il me faut de l'eau pour faire de l'altération chimique des minéraux, et à la fois parce que il me faut de l'eau pour transférer et transporter mes éléments qui sont mis en solution par l'altération chimique. Donc il y a deux fonctions, une fonction de production et une fonction de transfert, et ces deux fonctions sont assurées par un seul et même paramètre qui est le débit. En fait, souvent, on va faire des catégories ou des modèles de relations concentration-débit comme suit. Le premier modèle, eh bien en fait, ça va être un modèle classique de dilution. À savoir que lorsque j'augmente le débit, eh bien mes concentrations diminuent très rapidement pour atteindre une valeur limite. Et ce modèle de dilution est bien représenté par une équation de type concentration est égale à A sur Q plus B. Un modèle de type dilution, c'est en fait, ça rend compte de quoi? Ben, ça rend compte du fait que j'ai beau augmenter le flux d'eau dans mon système, ma quantité d'éléments emmenés en solution ne varie pas.
Deuxième modèle que l'on considère, c'est le modèle dit de lessivage. Et là, c'est l'inverse. Ce modèle de lessivage, c'est le fait que la concentration augmente lorsque mon débit augmente. Alors cette concentration peut augmenter de façon linéaire par rapport au débit. À ce moment-là, j'ai une relation de type concentration est égale à B plus D fois Q. Et puis, je peux avoir une relation non linéaire entre la concentration et le débit, avec une fonction quadratique ou une fonction exponentielle. Et à ce moment-là, ça voudra dire que, en fait, plus j'augmente le débit, en fait, c'est pas que j'augmente le débit, c'est si j'ai une relation linéaire, lorsque j'augmente le débit, ben, j'augmente la quantité de matériaux mis en solution, ça c'est la relation linéaire, mais lorsque j'ai une relation quadratique ou exponentielle, ça veut dire que plus j'augmente le débit, et plus mes processus de mise en solution sont actifs, et donc mes concentrations augmentent plus vite que le débit. Et puis enfin, on peut avoir parfois des comportements de type composite, c'est-à-dire des modèles composites où la concentration commence par diminuer lorsque le débit augmente, puis à partir d'un certain débit, réaugmente à nouveau. Alors ça, c'est des fonctions composites un petit peu plus compliquées, et qu'on ne voit pas forcément très très souvent, hein, et qui sont en fait liées au fait que l'élément a souvent une double origine. Et donc en fait j'ai une première origine qui contrôle la première partie de la courbe, et une seconde origine qui contrôle la seconde partie de la courbe. On va essayer de voir ça à travers quelques exemples. Alors voici notamment des diagrammes donc pour différents éléments. Concentration en fonction du débit, systématiquement, pour le sodium, le magnésium, le potassium et les ions ammonium ici. Et tout ça se passe sur la Moselle à Myri, d'après les travaux de Catan. Et vous voyez que systématiquement, en fait, ces éléments en solution répondent à un comportement de type dilution. Lorsque j'augmente le débit, mes concentrations diminuent, et elles diminuent fortement, quels que soient les éléments. Et ça, c'est lié au fait que, en fait, j'ai beau augmenter les débits, ma quantité d'éléments que je peux exporter en solution reste toujours la même, donc si j'augmente les débits, je fais une dilution tout simplement. Et ça, c'est relativement bien classique, dans le cas notamment des éléments qui ont pour origine une pollution ponctuelle. Les ions ammonium ici, leur origine principale, c'est les rejets domestiques. Donc c'est le rejet des stations d'épuration, par exemple. Donc ça, c'est du ponctuel. Et notamment les rejets domestiques, que vous soyez en hiver, en été, que les débits soient élevés ou qu'ils soient faibles, mais en fait, vous rejetez toujours la même quantité. Puisque vous avez toujours la même activité sur le bassin. Et donc, lorsque les débits augmentent, eh bien en fait, vos ions ammonium sont dilués. Et par contre, pour des périodes de basse eau, ici, ben effectivement, j'ai des concentrations qui peuvent être parfois relativement élevées, voire très élevées, effectivement. Donc, relation de type dilution. Et puis, je peux avoir des relations un petit peu plus compliquées. Là aussi, un élément dont l'origine est essentiellement la pollution, les ions phosphates. Alors, les ions phosphates, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas les ions phosphates, là, en l'occurrence, c'est le phosphore, qui se divise soit en ions phosphate, PO4,3-, c'est le premier graphe ici, soit en phosphore particulière, qui est le graphe ici. Et puis j'ai mis sur ce graphe-là le phosphore total, c'est-à-dire la somme des deux. Les ions phosphates, pour l'essentiel, c'est des rejets domestiques. Quand c'est sous forme d'ions phosphate, en fait, c'est pas des engrais, c'est pas de la pollution d'origine agricole, donc c'est pas un polluant d'origine diffuse, c'est vraiment un polluant d'origine domestique, donc des rejets ponctuels. Et là, en l'occurrence, on retrouve exactement la même chose que pour les ammoniums, une dilution assez nette lorsque les débits augmentent.
lorsque je prends le phosphore particulier, là par contre le phosphore particulier, c'est généralement du phosphore qui est adsorbé sur les particules de sol, et donc c'est du phosphore qui correspond à de la pollution diffuse issue des intrants agricoles. Et là on a plutôt une relation de type positive entre les concentrations en phosphore et le débit, c'est-à-dire lorsque j'augmente mes flux d'eau dans mon système, eh ben, j'augmente mes flux de phosphore, puisqu'en fait j'augmente l'érosion des terres. Et quand je regarde le total, c'est-à-dire la somme des deux, ben évidemment, je vais avoir une fonction composite avec un phosphore total qui d'abord diminue fortement lorsque le débit augmente, puis ensuite qui réaugmente. Mais ici, on a très clairement la part due au phosphate, donc pollution ponctuelle, et ici, la part due au phosphore particulier, donc plutôt pollution diffuse. Et donc derrière des processus et des comportements qui vont être complètement différents. Alors si je regarde d'autres éléments, alors cette fois-ci on n'est plus sur la Moselle, mais on est sur la Mossig, qui est un petit cours d'eau alsacien, mais on est toujours dans le même type de travaux de Catan, où là en fait on regarde des éléments qui ont une appétence, une affinité pour la phase liquide beaucoup plus importante, les ions chlorure ou les ions nitrate. Et en fait, dans ces cas-là, à chaque fois que j'augmente le débit, eh bien, je vais augmenter les concentrations en solution, jusqu'à éventuellement arriver à un palier. En fait, pour ces éléments-là, plus je fais passer d'eau dans mon système, plus j'emmène des éléments en solution jusqu'à atteindre une certaine limite qui correspond souvent à une limite chimique, c'est-à-dire que j'atteins une certaine saturation vis-à-vis de l'élément chimique. Pour les nitrates, ici, donc là aussi il semblerait qu'on observe un palier. Hein. Lorsque j'augmente les débits, mes flux nitrates augmentent d'abord très rapidement, puis ensuite semblent tendre vers un palier. Et donc si au départ j'ai effectivement beaucoup d'azote qui attend dans mes sols d'avoir de l'eau pour être lixivié et donc évacué vers l'exutoire, et bien au bout d'un certain moment, j'en ai plus tant que ça et on tend vers une valeur limite. En tout cas, c'est un type d'interprétation qui peut être proposé ici. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour de la question, même si ça a été très rapide. Vous possédez maintenant l'essentiel des éléments pour pouvoir interpréter les variations de la composition chimique des eaux d'écoulement, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Vous avez vu qu'il y avait des processus d'abord qui étaient importants, puisque si je n'ai pas de processus qui mettent en solution des éléments ou des composés chimiques, je n'ai pas de composition chimique, ça va de soi. Vous avez vu également qu'il fallait faire attention à connaître les chemins de l'eau dans un hydrosystème et dans un bassin versant, puisque en fait, en fonction des chemins pris par l'eau, eh bien, les éléments arrachés au substratum ou au sol ne vont pas être les mêmes. Vous avez vu également qu'il y avait différentes origines possibles et donc différents réservoirs chimiques possibles, parmi lesquels on peut largement intégrer les polluants, pour certains éléments en tout cas. Et puis vous avez vu également que cette composition chimique pouvait être largement influencée par des facteurs hydroclimatiques, et notamment par le débit, qui va avoir une forte influence à la fois sur les concentrations, mais aussi sur les flux, on le verra probablement par la suite. Voilà, alors ça a été évidemment rapide, mais on profitera du travail en classe pour approfondir certains points, évidemment répondre aux questions que vous pouvez vous poser, et puis s'exercer dans l'interprétation et voir plein de cas différents, puisque en fait, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, en fait, chaque bassin versant est un cas particulier, même si les approches sont toujours les mêmes. Derrière, les interprétations pour un élément donné peuvent varier fortement d'un bassin versant à l'autre.
Voilà, donc je vous revois en classe pour qu'on discute de tout ça, et surtout que vous exerciez à ces interprétations. Voilà, à très bientôt.